Bonjour Eric. Il y a plus de 15 ans, le Nord globalement et même le monde a connu une crise bancaire exceptionnelle de par son ampleur et de sa gravité. Les États ont sauvé les banques, donc le contribuable a payé pour sauver les banques. On a eu à ce moment-là plein de grands discours sur la nécessité de contrôler le secteur bancaire, etc., notamment par Nicolas Sarkozy en France. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle crise bancaire internationale, donc on voudrait décrypter un peu cette crise avec toi aujourd'hui. Mhm. Donc on peut déjà peut-être commencer par revenir sur la crise de 2007 et 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les grands discours ont été suivis des faits, des politiques? Quelle a été la réaction politique et institutionnelle à cette crise bancaire? Mhm. Donc la crise des Bon, subprimes. ben, oui, c'est très important, je pense, pour comprendre la crise d'aujourd'hui, de réfléchir, de revenir sur ce qui s'est passé réellement en 2007-2008. Les gens retiennent qu'il y a eu la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008 à des tas d'endroits de la planète, mais surtout en Europe occidentale et en Amérique du Nord. Toute une série d'institutions bancaires ont fait faillite. Il n'y a pas eu que Lehman Brothers. Partout, les États sont venus au secours des banques. Et on a expliqué, je dirais, le discours dominant, donc des médias qui sont d'ailleurs largement possédés par des banquiers. euh, le discours a tourné autour de, aux États-Unis, c'est le secteur des subprimes qui a provoqué la crise bancaire. Et on a dit, euh, les pauvres, en fait, ont eu accès à l'achat de logements. Ils se sont endettés d'une manière inconsidérée et à un moment donné, ils n'ont plus été capables de rembourser. Et les banques qui leur avaient fait confiance se sont retrouvées en difficulté et ont finalement été conduites à la faillite. Et d'une certaine manière, on a culpabilisé les pauvres. On a aussi dit, bien sûr, ouais, les banquiers auraient dû vérifier la solvabilité des millions de familles aux États-Unis auprès desquelles on proposait des crédits. Donc il y a aussi une erreur des banques. Et puis on a ajouté, et c'est vrai que il y a une inventivité du point de vue des banques dans la création de ce qu'on a appelé des produits structurés, c'est-à-dire que des centaines de crédits hypothécaires différents, de qualités différentes, ont été mis dans des paquets qu'on a appelé du coup des produits financiers structurés, et les tranches de qualité inférieure vers les secteurs de la population qui le plus vite ont été amenés à être en difficulté de remboursement ont provoqué la, euh, l'explosion de ces produits structurés qui sont devenus des produits toxiques dans les actifs des banques et a abouti aux faillites bancaires. Ces Bon. produits structurés qui avaient été revendus par les banques à plein d'autres banques, c'est ça? Alors, en fait, comme les banques, et y compris des sociétés financières immobilières, se doutaient de la toxicité des produits, ils ont essayé de s'en défaire Mhm. et effectivement les ont revendus à d'autres. Comme euh, ces produits étaient notés triple A par les agences de notation malgré leur dangerosité, Mhm. euh, ils se sont revendus facilement. Ça a pris des proportions tout à fait considérables. Et à un moment donné, ben, euh, ça a éclaté. Alors c'est important d'expliquer pourquoi ça a éclaté et de dire que ben, les banques savaient très bien qu'en prêtant dans les conditions, avec le type de contrat qu'elles faisaient signer à des dizaines de millions de familles des classes populaires, les conditions qui étaient dans ces crédits
euh, était telle que logiquement, en y réfléchissant bien, ça allait devenir irremboursable. Notamment, pour une raison évidente, c'est que pour attirer les familles populaires et leur dire vous pouvez contracter des crédits, on leur disait pendant 2 ans, c'est à taux fixe, à du 2 ou 3% de taux d'intérêt. Et on n'attirait pas leur attention sur le fait que après ça passait à taux variable et que ça pouvait passer à du 7, du 8, du 9%. En plus, on leur disait, le marché immobilier va très bien aux États-Unis, ce que vous achetez comme bien va gagner en valeur, et donc, pendant les 2 premières années, vous payez un taux de 2-3%, et après 3 ans, comme votre bien aura gagné en valeur, vous allez revoir votre contrat et refaire un nouveau contrat sur la base de la nouvelle valeur du bien, et vous recommencerez à un taux tout à fait raisonnable. Et votre bien aura augmenté. Donc tout ira très bien, vous en faites pas. Quand les gens posaient des questions, parce que on a aussi constaté, parce qu'il y a eu des tas de procès par la suite, il y a des procès, une quantité absolument énorme, et 500 000 procédures judiciaires ont abouti à constater, du point de vue de la justice, que les banques avaient utilisé des méthodes pour faire signer les gens, y compris signant à leur place, imitant leur signature, parce que les agents des agences immobilières financières et les banques avaient des consignes de la part des dirigeants des banques pour faire signer un maximum de contrats. Les banques sont rentrées en concurrence entre elles pour faire signer un maximum de contrats, parce qu'il y avait énormément de liquidités dans les banques. En réponse à la précédente crise financière qui avait eu lieu en 2001, c'est la crise des dot-com, la crise de Enron, etc., qui avait amené la Réserve fédérale des États-Unis, pour relancer l'économie, à injecter des tas de liquidités. Et donc, en 2007, on va dire, avant la faillite de Lehman Brothers et d'autres banques, en fait, le marché immobilier qui avait été dopé par la spéculation est entré en crise de surproduction. On a constaté qu'on construisait beaucoup trop de logements, beaucoup trop de locaux commerciaux, donc des bureaux, des locaux pour des magasins, et les biens produits, construits, n'arrivaient plus à se vendre, et les prix se sont effondrés sur le marché. Et donc le raisonnement qui était tenu par les banquiers à l'égard des classes populaires, de dire votre bien va augmenter en valeur et vous pourrez renégocier votre contrat, tout ça a sauté en éclats, c'est même effondré, et donc le calcul n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que comme la valeur des biens, au lieu d'augmenter, a baissé, les familles populaires n'ont pas pu renégocier leurs contrats, et c'est appliqué à fond les taux du type 8-9%. Et la incapacité des familles de payer du 8-9%. D'autant plus qu'une partie des familles vivaient le contre-coup des chutes d'emplois dans le secteur immobilier. Et une partie des familles des classes populaires vivaient de l'emploi dans l'immobilier américain, c'est-à-dire des emplois pas nécessairement très qualifiés et sujets à la conjoncture. Et donc si on produit moins de maisons, évidemment, on licencie du personnel. Et donc ça a produit une énorme crise bancaire dont les banques privées y étaient responsables, les sociétés financières immobilières, et aussi les autorités américaines, parce que du temps de Bush,
il y a eu une campagne pour dire il faut absolument que vous ayez accès au logement, endettez-vous, les conditions sont favorables, et donc tout ça a volé en éclats. Il faut se souvenir d'ailleurs que Sarkozy, si je me souviens bien, a été élu en 2007, Mhm. et Sarkozy a dit il faut absolument faire comme les Américains. C'était avant que la crise n'arrive en Europe. Et Sarkozy disait il faudrait faire comme les Américains et convaincre les gens de s'endetter pour acquérir leur logement en France ou acquérir d'autres biens. Bon, il a abandonné le discours, évidemment, en 2008, alors qu'il était président, parce que là, la crise avait éclaté. Mais c'est pour situer le contexte. Juste une parenthèse. Oui. Si les banques sont entrées en crise, c'est parce que les gens, d'une part, si j'ai bien compris, ne pouvaient pas rembourser, comme tu as dit, Mhm. et aussi parce que du coup, elles ne pouvaient pas hypothéquer les maisons qui avaient perdu de leur valeur. C'est ça? Ou pas? Non, Est-ce qu'elles pensaient là, pas c'est sur... pas ce qui cause leur problème, parce que là, c'est comment les banques ont profité et abusé de la situation. D'accord. Ça n'a pas produit leur crise, parce que dans les contrats aux États-Unis, quand des familles ne sont pas capables de payer, Mhm. la banque reprend le bien, Mhm. le met en vente et expulse la famille. Il y a 12 millions de familles qui ont été expulsées de leur logement aux États-Unis entre 2007, 2008 et 2012. D'accord. Donc c'était un phénomène massif. Non, c'est pas ça. Cette question n'est pas un élément de de renforcement de la crise Ok. bancaire. Euh, faut dire aussi que quand la crise a éclaté avec ces effondrements bancaires et avec la date de septembre 2008, c'est-à-dire la faillite de Lehman Brothers, ça marque une date parce que à ce moment-là, les autorités ont décidé que ils ne sauveraient pas, elles ne sauveraient pas cette banque-là. On la laisserait tomber Mhm. en faillite. Ce qui n'est pas du tout la réaction aujourd'hui, mais on en parlera après. Euh, mais donc, ça marque les esprits, la faillite de Lehman Brothers. Mais il faut se dire que la crise qui a touché là vite les banques françaises, belges, britanniques, allemandes, je parle de 2008, irlandaises, islandaises, cette crise-là n'était pas encore arrivée, par exemple, en Espagne. En Espagne, le marché de l'immobilier a continué à gagner de la valeur jusqu'en 2006. Et la crise bancaire et la crise de l'immobilier a touché l'Espagne seulement en 2010. Je le mentionne parce qu'en Espagne, là, il y a 300 000 familles, mais c'est après 2010 qui ont été expulsées de leur logement avec une loi encore plus injuste que la loi aux États-Unis, parce qu'en Espagne, non seulement la banque reprend le contrôle du bien et expulse la famille, mais elle revend le bien, et si la valeur du bien est inférieure à la dette qui restait à payer, la famille reste redevable, alors qu'elle a perdu son logement, reste redevable de la différence qu'il y a entre le prix de vente par la banque du bien dont ils ont été expulsés et la somme qui restait à rembourser, intérêt compris. Donc là, c'est la double peine pour plus de 300 000 familles espagnoles, et il y a toujours des procès en cours en Espagne autour de cette question aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en 2008, une crise due à une spéculation immobilière qui a produit une surproduction de logements et de locaux commerciaux liés à des contrats jetés à la figure des gens pour qu'ils les signent, amenant des difficultés de paiement, des faillites bancaires et une crise économique tout à fait majeure, parce que c'est pas simplement des banques qui sont entrées en faillite. General Motors
est tombé également en faillite et a été sauvé par les autorités américaines. Et là, la réaction des banques centrales a été injecter massivement de nouveau des liquidités. Quand je dis les banques centrales, d'abord aux États-Unis en 2008-2009, un plan de centaines de milliards et puis de milliers de milliards de dollars pour sauver les banques quand ils se sont dit waouh, on a laissé Lehman Brothers tomber en faillite. Si on ne change pas notre fusil d'épaule, d'autres banques vont suivre. Certaines banques avaient déjà étaient déjà tombées en faillite, comme Bear Stearns et Merrill Lynch, et rachetées par Bank of America, JP Morgan. Mais là, la Réserve fédérale des États-Unis a changé d'épaule et a décidé qu'il n'y aura plus de faillite bancaire à partir de septembre 2008, et on va soutenir les banques en injectant des liquidités massivement. L'Europe a mis 2 ans à le faire. L'Europe a sauvé les banques en 2008-2009 massivement. C'est surtout la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Islande, l'Allemagne. La France a été moins l'objet de sauvetage bancaire, même si Natixis, par exemple, en France a dû être sauvé, qui faisait partie du groupe Banque Populaire et Banque d'Épargne, le groupe BPCE. Mais l'Europe est passée à l'injection massive de liquidités, surtout à partir de 2012. Et donc on a connu entre 2009 et 2022 aux États-Unis, là pendant 13 ans, ce qu'on a appelé le quantitative easing, l'injection massive permanente de liquidités. Et en Europe, ça a duré de 2012 à 2022. Là, ça a duré 10 ans. Et maintenant, on est dans le retournement de la situation. Mais tu me posais la question, comment les banques centrales ont réagi? Elles ont réagi en injectant massivement des liquidités sans résoudre du tout les causes de la crise. Ce qui a aussi été annoncé, tu l'as mentionné, tu me posais la question, on a annoncé à ce moment-là qu'il y aurait une nouvelle discipline bancaire et financière qui serait imposée. On se rappellera peut-être du discours de Nicolas Sarkozy qui a dénoncé les dérives du capitalisme et a dit nous allons imposer de la discipline et en défense de la population. On a annoncé des mesures. On a dit on a parlé de ce qu'on a appelé Bâle 3. Bâle, c'est le lieu où se trouve la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des grandes banques centrales. Elle est située à Bâle. Et il y a un comité de Bâle qui réunit les autorités financières et bancaires des grands pays industrialisés et qui fixe certaines règles aux banques. Et de nouvelles règles sont appelées les règles de Bâle 3. Ça, c'est pour l'Europe. C'est étendant en général aux banques systémiques, y compris aux États-Unis et au Canada. Et puis aux États-Unis, il y a eu l'adoption d'une loi qu'on a appelée la loi Dodd-Frank sous Barack Obama qui avait été élu en 2009. Mais en fait, ces nouvelles mesures annoncées n'ont en réalité pas été appliquées à la lettre. L'application, on a donné des années aux banques pour s'y mettre, mais entre-temps, Barack Obama a été remplacé par Trump, et Trump a dit la loi Dodd-Frank, non. Et il a fait des cadeaux aux banques. Et du côté européen, on a reporté de plus en plus l'application des mesures de discipline qui n'étaient pas très fortes en plus. Et on a dit, mais les banques, en fait, sans qu'on leur applique des mesures très fortes, se sont elles-mêmes disciplinées et elles ont renforcé le ratio entre leurs fonds propres et leur bilan global. Pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, en fait,
en 2007-2008, les banques, grosso modo, si elles avaient 3 de fonds propres, elles prêtaient jusqu'à 100. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet de levier de plus de 30. En fait, 33, l'effet de levier. Donc, les banques prêtaient 33 fois plus que ce qu'elles avaient de fonds propres. Mais si vous prêtez 33 fois plus et que rien qu'un 33e de ce que vous prêtez rentre en défaut de paiement, parce que le débiteur n'est pas capable de rembourser, les fonds propres sont engloutis. Bon. Okay. Et c'est évidemment la faillite. Parce qu'il faut mobiliser les fonds propres et ils ne suffisent pas. Et donc les autorités ont dit, ben, en fait, on fait passer les fonds propres à 12% pour les banques systémiques. Mais en utilisant un mode de calcul des fonds propres qui permettait, alors que les banques n'avaient en réalité que 3 de fonds propres, de faire comme si elles avaient 12. Ça, je l'explique dans un livre qui s'appelle Bancocratie, où c'est ce qu'on appelle la pondération des actifs par les risques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour calculer le ratio entre les fonds propres, disons 3 et 100, on permettait aux banques de dire, dans votre bilan, dans les 100, il y a des crédits de très grande qualité qui ne présentent aucun risque et donc qui ne comptent pas. Et par exemple, dans ces crédits, tous les titres souverains des pays notés AAA, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, mais aussi à un moment donné, quand la situation de l'Italie et de l'Espagne se sont améliorées, eux-mêmes sont revenus quasiment à AAA, tous ces titres-là ne comptent pas. Donc, si vous, banquier, dans vos crédits, vous achetez pour 50% ou 60% de titres allemands, français, belges, eh bien, ils ne comptent pas. Donc, vous pouvez dégonfler les 100 de 60 si vous avez 60% de titres souverains, et il vous reste donc 40. 3 par rapport à 40, ça fait un tout autre calcul que 3 par rapport à 100. Et par ce type de procédé, les banques sont arrivées à présenter lors des tests de solvabilité et liquidité de ces banques. Il y a eu des tests faits périodiquement. Elles ont réussi les tests et elles ont pu dire nous atteignons 12%, nous les dépassons. Pour te donner un exemple, la banque Dexia, qui est une banque franco-belgo-luxembourgeoise et qui a fait faillite en 2011, juste avant la faillite, avait réussi le test réalisé par les autorités européennes et avait pu dire qu'elle avait 13%, donc son ratio de fonds propres par rapport à ses crédits était de 13%, alors qu'en réalité c'était du 3% et que ces 3%, ces fonds propres ont été engloutis lorsque il y a eu des problèmes pour récupérer des dettes. Plus récemment, mais on en parlera tout à l'heure, mais le Crédit Suisse, de toutes les institutions bancaires européennes, a réussi le mieux le test et a pu convaincre les autorités européennes avant sa faillite qu'il atteignait, le Crédit Suisse, 18% de ratio de fonds propres. Donc le Crédit Suisse était à l'abri de tout problème selon le test. Donc en fait, on n'a pas soumis les banques à une véritable nouvelle discipline.
on leur a permis de mentir sur la réalité de leurs fonds propres, de prendre donc de nouveaux risques dans différents domaines, et ça a produit la nouvelle crise qu'on vient de connaître du côté des États-Unis. Enfin, c'est un facteur important qui a produit la crise des banques aux États-Unis en mars 2023 et la faillite du Crédit Suisse également en mars 2023. Ok. Juste avant de passer à la crise actuelle, une petite question sur les politiques des banques centrales sur un point précis après la crise des subprimes. Tu dis qu'elles ont libéré énormément de liquidités pour les banques, pour sauver les banques. Mais est-ce que ce sauvetage des banques a été aux frais du contribuable? Parce qu'on pourrait se dire, en fait, est-ce que les banques centrales ont libéré des liquidités pour prêter aux banques qui étaient en difficulté et les banques qui ont ensuite été sauvées ont remboursé les banques centrales? Ou est-ce que les banques centrales ont prêté aux États massivement qui ont sauvé les banques avec cet argent? Bon, il y a deux choses. Donc, je comprends bien la question. Ouais. Il y a deux choses. Il y a eu des sauvetages bancaires. Donc ça, les autorités britanniques ont nationalisé plusieurs banques en Grande-Bretagne en 2008-2009. Les autorités allemandes ont sauvé des banques allemandes importantes, dont la deuxième banque, qui s'appelle Commerzbank. La première, c'est Deutsche Bank. En Belgique, à peu près, toutes les banques ont fait faillite. Certaines d'entre elles ont été rachetées, notamment par BNP Paribas. En Espagne, il y a eu des faillites bancaires, au Portugal, en Italie, etc. Quand il y a faillite bancaire, ou pour éviter la faillite, il y a la intervention des États dans le capital. Là, ça augmente la dette publique. Parce que l'État, pour financer l'augmentation du capital et toutes les opérations d'assainissement des comptes de la banque, s'endette. Donc là, il y a augmentation de la dette publique. Quand il s'agit de injecter dans le circuit financier des liquidités, ça c'est la Banque centrale européenne qui injecte. Et en fait, la Banque centrale, elle peut produire de la monnaie sans augmenter nécessairement la dette publique des États. Donc c'est pour ça que je dis il y a deux choses. Il y a une augmentation de la dette publique suite au sauvetage bancaire, parce que là, il y a injection de financement du trésor public pour recapitaliser des banques, et d'autre part, ce qu'on a appelé le quantitative easing, qui est le fait de fournir à du taux zéro pendant des années du financement aux banques, ça ne produit pas de la dette publique. Ce que ça produit, c'est un laxisme complet et de la prise de risque qui finit par aboutir à de nouvelles faillites bancaires et de nouveaux sauvetages. De nouveaux sauvetages qui, là, augmentent la dette publique.